Timothy, bienvenue sur le podcast. Merci. Super content de t'avoir. On s'est rencontrés, je pense, il y a quelque chose comme 6 mois, je crois. On avait discuté un petit peu. Tu me racontais ce que tu voulais construire avec The Realistic Optimist, que je suis et que je lis souvent. À chaque fois que je reçois un email RO, je lis et c'est franchement super intéressant. J'ai regardé sur ton LinkedIn et ce que tu écris, c'est que ce que tu veux construire, c'est le Financial Times for the Global Startup Scene. Donc il y a deux parties dans ça. On va parler de la partie média, mais j'aimerais bien qu'on commence par la Global Startup Scene, parce que je sais que tu as vraiment une thèse sur le sujet. Alors moi, ma thèse, c'est que le phénomène des startups tech s'est globalisé au cours des 10-15 dernières années. Donc tu as vraiment des startups tech dans chaque pays où il y a une connexion Internet. Ça, c'était pas le cas il y a 20 ans. Et ce que ça a créé, c'est un nouveau secteur économique que j'appelle en anglais the Global Startup Scene, au sein duquel un nombre croissant d'acteurs interagissent. Donc, tu as bien sûr les VC et les startups, mais tu as aussi les LPs, donc tous les investisseurs institutionnels qui investissent dans des VC. Tu as les corporates qui s'intéressent de plus en plus à ce secteur. Tu as les universités qui s'intéressent de plus en plus à ce secteur. Et moi, ma grande thèse, c'est que tous ces acteurs-là qui interagissent dans le Global Startup Scene, deux choses. De un, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe à l'étranger, parce qu'il y a de l'inspiration à prendre d'écosystèmes qui sont en avance, des conseils pratiques à prendre d'écosystèmes qui sont à des niveaux similaires, et un avantage compétitif à prendre d'écosystèmes qui sont un peu en retard. Et aujourd'hui, ces acteurs-là n'ont pas leur Financial Times. Donc, ils n'ont pas leur média professionnel global de référence qui leur permet de comprendre ce secteur économique dans toute sa nuance globalisée. Et moi, c'est ce que j'essaie de construire avec The Realistic Optimist. The Financial Times for the Global Startup Scene. Et en fait, il y a plein de choses dans ce que tu dis, mais la partie globalisée, tu disais, c'était pas le cas avant, c'est le cas maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu dirais qu'il y a 15-20 ans, il y avait des hubs dans lesquels il y avait les plus grosses startups et qu'aujourd'hui, on a des startups un petit peu partout, on a des startups aussi dans des endroits qui ne sont pas des hubs. On peut faire des startups en dehors de la Silicon Valley ou de Londres ou des grands hubs startups. Est-ce que c'est cette évolution-là que tu as vue? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, si je me fais l'avocat du diable, tu as toujours des gens qui te disent non, mais pour faire une grosse startup, il faut être à San Francisco, ou il faut être à Londres, ou il faut être à Singapour ou à Dubaï, etc. Comment toi, tu as vu cette évolution-là et est-ce que tu vois justement qu'on peut faire des boîtes en dehors de ces hubs? La réponse, elle est beaucoup plus simple que ce que tu as dit. C'est la pénétration Internet. Et donc moi, à chaque fois que je fais un article sur des pays, je sais pas, récemment on a fait l'Irak ou l'Éthiopie, tu regardes la pénétration Internet sur les 10 dernières années, la pénétration 3G, 4G, c'est ahurissant en fait. C'est vraiment des courbes qui font ça. À partir à peu près de 2013-2014, ça fait ça. Donc tu as 15% du pays qui est connecté en 2013 et après ça monte à plus Ouais. de 50% en 2024. Et donc qu'est-ce que ça crée une connexion Internet et une pénétration Internet? Bah, ça crée un marché de consommateurs et d'entreprises qui ont maintenant besoin et qui demandent des services digitaux qui vont être remplis par des startups. Et donc, cette pénétration Internet-là est le prérequis pour qu'une startup existe. Et ce prérequis-là, en fait, est maintenant atteint dans pratiquement chaque pays dans le monde. Ok. Comment t'es tombé dans tout ça? C'est quoi l'histoire qui t'a amené à t'intéresser à ça? Moi, j'ai fait mes études universitaires aux États-Unis. Et à l'université, j'ai rencontré mon meilleur pote qui s'appelle Marwan, qui fait maintenant de la musique sous le nom de Saint-Levant. Certains de tes auditeurs peuvent Ouais, qui est peut-être super connaître. connu. Je l'ai vu en concert. Il est Voilà. super Ah, connu. Ouais. marrant. Bah, il a changé un peu de carrière. Bref, mais moi, quand j'ai rencontré, bah, on avait tous les deux 19 ans, à Santa Barbara, en Californie. Et on voulait tous les deux faire du développement international. Donc lui, bien évidemment, les gens savent, il est palestinien. Et sa mère était assez haut placée aux Nations Unies dans l'agence qui s'occupait des réfugiés palestiniens. Et donc on voulait tous les deux faire ça. Moi, c'était juste, j'avais commencé par vouloir faire de la diplomatie. J'ai compris que défendre les intérêts de mon pays allait rentrer trop souvent en contradiction avec des valeurs un peu plus humanistes. Donc je me suis mis plutôt sur le développement international. Et on s'est retrouvé là-dessus. Et en fait, on a réalisé
que le développement international passait de plus en plus par le développement des secteurs privés dans la plupart des pays auxquels on s'intéressait, et que la tech prenait de plus en plus de place dans ce secteur privé-là. Et on s'est dit, OK, bah, si on commence avec la Palestine, comment est-ce qu'on peut faire croître le secteur de la tech palestinien? Et on a créé Grow Home, qui était notre première startup, qui était une plateforme qui mettait en relation les fondateurs de startups palestiniens, fondateurs et fondatrices, avec des investisseurs et des mentors dans la diaspora palestinienne. Donc c'était un peu, en fait, on avait un peu white label, un espèce de Facebook sans le logo, tu vois. Et donc tu pouvais créer deux types de profils. Soit tu étais fondateur, fondatrice en Palestine, tu disais bah je fais ça en Palestine, j'ai besoin d'aide avec le marketing. Et t'as, je sais pas, une Palestinienne qui travaille dans la tech à San Francisco qui disait mais trop stylé, je peux t'aider, viens on se fait un zoom. Et donc ça c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. C'est énorme. Et c'est comme ça que je suis un peu tombé là-dedans et j'en suis plus ressorti. Tu peux me raconter cette expérience? Enfin, c'est très particulier et ça devait être hyper intéressant comme expérience. Bah, je pense que c'est un sujet que tous tes auditeurs ont à cœur, mais moi je suis absolument convaincu que un des vecteurs de progrès socio-économique global des prochaines décennies, ça va être l'investissement intellectuel et financier de la diaspora dans leur pays d'origine. C'est un sujet qui, pour moi, me passionne et je pense que c'est vraiment, vraiment ultra important. Ce qu'on a appris de Grow Home, c'est 2 choses. Et tu vas voir que ça s'imbrique dans ce que je fais maintenant. La première, c'est le manque criant d'informations de qualité sur les écosystèmes startups dans les pays émergents. Et donc, en fait, on allait voir des diasporas palestiniennes et ils disaient, bah, sur le principe, trop bien, mais il y a des startups en Palestine. On dit, bah oui, il y en a plein, qui font plein de trucs et qui ont des besoins, qui ont des clients, qui ont des besoins de financement, qui ont des problèmes, qui ont envie de s'étendre à l'international. Et disent, Donc mais le niveau 1, c'est déjà avoir l'information. Juste exactement. savoir que ça existe et suivre de loin lorsqu'on fait partie de la diaspora. Exactement. Et pourquoi l'information, pour nous, elle était cruciale, c'est que nous, à terme, ce qu'on voulait faire, c'était une plateforme d'investissement. Donc, en fait, on voulait créer une plateforme d'equity crowdfunding où tu es palestinien à Londres, et ben le samedi matin, après ton café, tu te login sur Grow Home et tu fais un investissement angel dans une startup tech en Palestine. Bon, on a compris que le process d'investir, c'était un peu plus long que ça, mais qu'il commençait par de l'information de qualité, de l'information sourcée, dans laquelle on faisait confiance. Et donc ça, c'était la première leçon, le manque d'informations criant sur ces écosystèmes-là. Et la deuxième leçon, bon, c'est un peu plus technique, et c'est très lié au marché palestinien, mais permettre à des investisseurs américains d'investir dans des entités corporate palestiniennes, compliqué. Envoyer de l'argent en Palestine, compliqué, de base. Ouais. Alors, investir et faire des transferts de shares entre eux, dans une boîte qui est basée... Très compliqué. Et à 20 ans, on n'était pas équipé pour ça. Moi, j'ai toujours un regret que je pense que si on avait poussé, ça aurait marché. On aurait trouvé un moyen de le faire. Mais ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est un peu une continuation parce que du coup, on est en train de build cette stack informationnelle qu'on a trouvé manquer pendant Grow Home. Tu vois, c'est hyper intéressant. Si on prend l'exemple du Maroc, il y a 5 millions de personnes dans la diaspora. Je lisais un article hier d'un ami qui parlait un petit peu de la landscape VC et tech. Et il y avait une partie justement sur la diaspora. Et en fait, tu as 5 millions de personnes avec des initiatives pour les inclure et faire en sorte qu'ils puissent mentorer, discuter, investir, aider, ouvrir du business, enfin tout ce qui est possible, mais pas assez. Et en fait, c'est un très gros potentiel pour plein de pays émergents. Donc, c'est un sujet hyper intéressant. Ouais, 100%. Tu as toujours écrit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu avais déjà envie d'écrire sur ces pays-là qui t'intéressaient, que ce soit la Palestine ou d'autres, ou c'est venu avec le temps? Moi, le média, c'est une passion depuis que je suis vraiment tout petit. Donc, j'écoutais un de tes podcasts avec la fondatrice de iShore qui disait que elle, à 8 ans, elle démontait des ordinateurs, elle essayait de comprendre comment ça marche. Moi, quand j'étais enfant, je prenais un journal, je le réécrivais à la main et je le vendais à des potes de mes parents avec mes illustrations à moi. Donc, le média, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Et tu as grandi dans une famille dans les médias ou rien à voir?
Euh, non, pas grand-chose à voir. Mon père a travaillé un peu pour BFM et pour une grosse boîte qui s'appelait, je sais plus comment elle s'appelait, mais il a travaillé un peu dans les médias. Mais on n'est Ok. pas d'une culture média plus que ça, donc je pourrais pas trop te dire d'où ça vient, mais ça a toujours été là. Ok. Et qu'est-ce qui t'intéressait, tu penses? Pourquoi c'est quelque chose qui t'a passionné super jeune? Je sais pas pourquoi ça m'a passionné super jeune, je peux te dire pourquoi ça me passionne maintenant. Euh, le, pour des raisons, enfin, là on le voit en France, mais l'impact que les médias ont sur la manière dont les gens voient le monde est Ouais. immense et peut vraiment fait changer le cours de l'histoire. Euh, Aujourd'hui, The Realistic Optimist, on est lu, bon, j'ai pas trop le droit de le dire, mais je vais le dire, tant pis. On est en essai gratuit avec la Harvard Business School. Donc, il y a plein d'étudiants de MBA à Harvard qui ont accès à nos articles. Je sais que quand j'envoie un article sur l'écosystème algérien, sur une startup fintech en Irak, et que la personne, l'étudiant de Harvard ou l'étudiant de Harvard qui lit cet article-là, je sais que je rentre dans son cerveau et je change quelque chose. Je change la perception qu'elle a d'un pays. Je change la perception, peut-être les barrières qu'elle avait sur les possibilités de ce qui était possible de faire dans un pays ou ce qui se passait dans un pays. Donc moi, ce qui me fascine dans le média, c'est cette capacité, peut-être un peu sociopathe sur les bords, mais voilà, de rentrer dans le cerveau des gens et vraiment de changer la manière dont ils réfléchissent à certaines choses. Nous, on essaie de l'utiliser en bien, euh, mais moi, c'est ce qui vraiment, vraiment me passionne et c'est pour ça que je pense que ce qu'on est en train de construire est très, très important. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche trois choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers Cash Plus ou Afacash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Ouais, tu vois, je trouve ça, je suis 100% d'accord avec toi et je trouve que sur les 10-20 dernières années, l'image des médias c'est un peu dégradé en fait. Et je pense que ça vient d'une disruption de leur business model. C'est-à-dire que les médias avaient un business model pendant des centaines d'années qui fonctionnait. Euh, mais Internet, réseaux sociaux, ça a fait qu'ils ont commencé à avoir un business model qui était beaucoup plus compliqué, où ils sont basés sur les pubs et un petit peu des abonnements, mais plus les pubs. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de médias qui ont cherché à faire du reach, à faire de la viralité, à faire en sorte d'avoir les histoires qui font parler le plus pour avoir le plus de pubs possible, et que la qualité de certains médias un peu mainstream a baissé. Mais pourtant, effectivement, c'est les médias qui nous informent, c'est les médias qui peuvent nous faire changer d'avis sur des sujets et qui nous apprennent des choses, quoi. Exactement. Et sur ça, je ferai une grande différence et c'est important à comprendre pour notre business model à nous. C'est média B2C versus média B2B. La courbe euh, de santé des deux secteurs est très différente. Ok. Parce que le média B2B, tu vois, on va prendre Politico, mais c'est souvent monétisé par l'abonnement. En tout cas, tu peux faire payer beaucoup plus cher parce que généralement, c'est la boîte qui paye. Tu peux vraiment mettre l'accent sur la qualité, sur la profondeur. Et justement, si tu monétises via l'abonnement, ton KPI, c'est est-ce que mes lecteurs ont pris de la valeur? Alors que comme tu dis, si tu monétises via la pub, c'est quel reach j'ai fait sur cette vidéo-là. Et du Ouais. coup, je trouve que le incentive alignment côté média B2B payant, il est très différent d'un Brut ou d'un BuzzFeed qui là est quand même incentivé à faire du reach.
et c'est pas forcément le contenu le plus intelligent qui aide à faire le plus de reach. Ouais, on va parler de tout ça parce que j'ai plein de questions, tu vois, sur les modèles médias, comment on en fait un projet viable, comment on fait une boîte qui grossit, etc. Euh, Quand est-ce que tu as commencé à écrire pour Realistic Optimist ou en tout cas sur la tech et sur les startups? Ça s'est fait après Grow Home? Ça s'est fait pendant Grow Home, parce que Grow Home avait beaucoup de mal. Marwan était parti parce qu'il a commencé à faire de la musique et que ça a commencé à très bien marcher. Et du coup, je suis resté un peu seul sur le projet. Et j'ai commencé à écrire un article par semaine sur des trucs qui m'intéressaient autour tech, pays émergents, parce que c'était un KPI que je pouvais atteindre chaque semaine, alors que Grow Home, vraiment, ça battait de l'aile, quoi. Hmm. Et donc, le premier article de Grow Home, de Realistic Optimist, je crois que c'était en mi-2021, un truc comme ça. Ok. Donc ouais. Ok, donc mi-2021. Tu te rappelles le premier article que tu as écrit? Ouais, c'était une analyse du Startup Act tunisien. Ok. Très intéressant. Le Startup Pack de 2018, ouais, je pense qu'il a d'ailleurs eu pas mal d'impact, je crois, en Tunisie, notamment pour pouvoir. Ça donnait un statut particulier aux startups et enfin plein de choses intéressantes. Ok. Bah, énorme impact en Donc 2020, Tunisie et énorme impact sur plein d'autres pays africains qui ont utilisé ce framework-là pour lancer qui leur s'en sont propre inspirés Startup Act. Ouais. pour. Ok. Donc 2021, premier article. Je pense qu'ensuite tu rejoins une startup. Mais à quel moment tu te dis que ce projet-là, ça peut devenir un média un peu plus gros, que tu peux t'y mettre plus en full time, que tu peux en faire une boîte et faire grossir ce projet? Euh, je crois Day One. Ah ouais? Ok. Je crois que vraiment avec Grow Home, ce que j'ai appris, c'est que la globalisation des startups tech va être le mouvement slash secteur économique le plus important de notre siècle, et qu'il y a un manque criant d'informations de qualité sur ce secteur-là. Et donc, le but avec The Realistic Optimist, ça n'a jamais été de lancer un hobby ou un truc qui m'amuse le week-end. Ça a toujours été très, très sérieux. Et je suis rentré en France pour travailler dans une startup parce que je voulais rentrer en France et travailler dans une startup. Mais dès jour 1 dans cette startup, mon but, c'était de partir pour faire Realistic Optimist full-time. Euh, j'avais pas de salaire et pas de moyen de payer mon loyer. Donc, il fallait un entre-deux. Mais le premier jour dans la startup où je travaillais, mon but c'était de partir. Et d'ailleurs, j'ai adoré mon séjour dans cette startup-là. Un des cofondateurs a investi dans des Realistic Optimist. J'ai appris énormément de choses et j'ai pris ce travail très à cœur et très au sérieux. Mais le but, ça a toujours été de faire de RO full time. Ouais, donc là déjà tu continues à écrire jusqu'à t'y mettre full time et sortir de la boîte. Lorsque tu t'es dit que tu avais envie de faire grossir et de construire ce média-là, tu parlais tout à l'heure de médias B2B vs B2C. Est-ce que tu avais des inspirations? Il y a des médias que tu as vu réussir, qui fonctionnent, qui t'ont inspiré avec des modèles intéressants? Alors moi, mon média de référence sur plein de choses, c'est Mediapart en France. Pourquoi Mediapart, je crois, le 100% de leurs revenus, c'est des abonnés. Je crois C'est qu'ils intéressant ont... parce que c'est un média qui n'est pas du tout business, Non, pas du tout. mais effectivement qui est 100% abonné, je crois. Qui est 100% abonné, qui est, je crois, deuxième média en France avec le plus d'abonnés payants derrière Le Monde, qui a été lancé fully online. C'est important aussi. Donc, je crois qu'ils sont lancés en 2008 sans papier, et ça a toujours été, de ce que je sais, 100% en ligne, avec un stance très très fort de l'information de qualité, ça coûte de l'argent. Et donc, il n'y a aucune raison que ce soit gratuit. Et si c'est gratuit, c'est qu'il y a un ulterior motive qui fait que soit toi t'es le produit, soit nos incentives ils sont pas aligned, etc. Et ce qui est, Ouais. je trouve intéressant avec Mediapart, c'est qu'en plus ils ont une ligne très à gauche. Euh, et ils ont quand même eu, je sais pas, je me dis que le truc facile serait de dire, bah on est de gauche donc on fait gratuit. Et eux ils Hmm. ont réussi à allier ce truc de dire, bah on est un média très à gauche, mais on a une thèse économique et un business model qui tient la route et on est très ferme là-dessus. Euh, mais en effet, c'est 100% du B2C. Et tu vois, c'est intéressant. Les deux seuls médias que j'ai déjà payés en France, c'est Mediapart et Le Monde. Ouais. Et j'ai déjà payé Mediapart et je sais pas combien ils ont d'abonnés,
Mais il y a un 250 000, je moment, crois. ça devait être en 2018, 2019, où autour de moi, il y avait pas mal de gens qui étaient abonnés à Mediapart. Mais j'imagine qu'ils sont toujours à ces niveaux-là. Et effectivement, c'est un modèle intéressant parce qu'ils sont sur un sujet beaucoup plus politique et ils font des. Et tu vois, on parlait d'incentive. Effectivement, la pub dans les médias, c'est pas forcément le meilleur incentive. Et en particulier quand tu veux faire des enquêtes comme ils font sur des sujets parfois un petit peu touchy. C'est ça. Là, je regardais une vidéo hier. Je crois que Le Monde avait fait un papier où Bernard Arnault avait leak dans les Panama Papers ou un truc comme ça. Et LVMH avait coupé toute leur pub Le Monde sur l'année qui vient. Mediapart, ils n'ont pas ce problème-là parce qu'en fait, leurs abonnés, Ouais. c'est 250 000 individus qui payent 5 à 12 euros par mois. Donc, va faire une enquête qui te déglingue ton business model quand en fait, c'est plein de tout mini points qui te supportent ensemble. Et du coup, Ouais. En Mediapart, fait, tu jongles tout le temps entre ça. C'est-à-dire entre les annonceurs, les gens qui mettent des pubs, donc les annonceurs pour les pubs, et les lecteurs, mais en même temps, tu as envie de faire de l'information de qualité. C'est compliqué. exactement. Et Et le Mediapart, c'est très volume, je pense simple. que quand tu es basé sur les ads, tu as besoin de faire beaucoup de volume quand tu fais de la presse comme ça. Exactement. Mediapart, c'est très simple. On écrit des articles, on les vend. Point. On écrit des très bons articles et on vend des abonnements. Point. Fin. Ils ont racheté leurs actionnaires. Donc, je crois qu'ils sont 100% honneurs de leur Ils avaient capital. des actionnaires Ouais, au et ça, début? c'est l'autre Ok. l'autre truc qui est très important et qui, moi, m'a beaucoup inspiré. C'est l'ambition de Mediapart. Je trouve qu'il y a beaucoup de médias, notamment à gauche, qui vont avoir des ambitions très nobles et tu vois, une ligne très noble de laquelle je suis d'accord, mais qui vont rester un Comme truc qui? de. Bah, Blast, ce genre de truc? non, parce qu'ils sont assez ambitieux aussi. Et là, c'est plutôt péjoratif ce que je vais dire, donc pas forcément en nommer. Ok. Mais qui vont rester, tu vois, un peu de niche et qui vont rester un peu dans leur caisse de résonance. Alors que Mediapart, ils sont Ok. vraiment arrivés en disant on va devenir un énorme média, on va prendre énormément de place Ouais. et ça va marcher. Et du coup, ils ont levé, je crois, 3 millions au début euh, d'investisseurs privés. Je crois qu'ils ont levé de la dette. Je crois que les fondateurs ont mis un peu au pot. Mais une fois qu'ils sont arrivés à un niveau de rentabilité solide, je crois qu'ils ont racheté tout le monde et je crois qu'ils ont sanctifié leur capital dans une structure un peu compliquée, mais qui fait que je crois que c'est presque impossible de les racheter aujourd'hui. Ah oui, ok. Donc ça, c'est un modèle qui t'a inspiré 250 000 personnes, c'est énorme. Et effectivement, à partir de là, si tu continues à faire de la qualité, ben, tu es sur un modèle qui est incroyable. C'est-à-dire que tu as un incentive super clair, faire de la qualité pour tes abonnés et savoir si ça leur plaît ou pas. D'un point de vue plus business ou startup, tech ou business, il y a des modèles qui t'ont intéressé ou desquels tu t'es inspiré? Alors moi, toute ma formation entre guillemets business, c'est tout l'univers Y Combinator. Parce qu'en fait, quand j'étais euh, en Californie et que je montais Grow Home, et c'était ma première startup et du coup j'apprenais tout sur le tas et j'étais au plus proche de la Silicon Valley, de Y Combinator, etc. Euh, et, euh, et du coup, moi, ma culture de growth, de sales, d'ambition, etc., elle est beaucoup liée à la Silicon Valley. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de combiner, tu vois, le modèle média sain, ambitieux, qualitatif de Mediapart avec tous ces éléments de growth de la startup et tous ces growth hacking ou juste des manières un peu out of the box de voir l'entreprise. Aussi une ambition sans faille, débordante, sans limite. Ça, c'est quelque chose que je suis très attaché. Et combiner un peu ces deux choses-là pour faire de récits optimistes. Ça, c'est hyper rare, tu vois. Par exemple, moi, quand tu m'as dit que tu levais, je trouve ça intéressant parce que c'est assez rare, des gens qui lèvent en faisant des médias. Et c'est intéressant de se dire que, tu vois, le Mediapart, c'est un bon exemple, mais dans ce que tu fais, tu as envie de faire un média, mais en fait, tu le vois aussi comme une startup, tu le vois aussi comme une boîte. Tu te dis que si tu fais de la qualité et que tu as un marché qui est assez grand, tu peux avoir des centaines de milliers de personnes qui te suivent. 100%. Et pourquoi pas, en fait? Je pense qu'il y a une différence à faire quand même, c'est que euh, je ne pense pas que ce que je suis en train de faire est VC backable, pardon. Ça ne veut Ok. pas dire, mais tu peux lever d'autres.
investisseurs que des VC, qui ont d'autres Ouais. raisons d'investir, qui ont des, des demandes de retour sur investissement différentes et différents. C'est pour ça que moi, là, j'ai levé qu'avec des particuliers qui ont investi en solo. Il y a je crois qu'il y a ouais, que des angels en particulier qui du coup investissent pour le projet, pour la vision, mais qui n'ont pas du tout les attentes d'un VC, tu vois. Et du coup, moi, Hmm. ça me met moins de pression, en tout cas Ils n'ont un pas besoin capital. que tu relèves dans 2 3 ans et de sortir Exactement. dans 5 6 ans, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, je pense que tu peux être très ambitieux, avoir une vision de boîte très ambitieuse sans forcément lever du VC. J'aurais pu le faire en bootstrap, mais ça aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps. Et là, j'arrive à la fin de la levée et je suis content de l'avoir fait parce que j'ai l'impression que ça m'a mis un peu dans une autre catégorie. J'ai quand même des moyens de faire beaucoup plus de trucs. Je peux commencer à travailler avec du monde, même en termes de crédibilité de marque. Bah, quand tu vends en B2B, ça compte. Donc, non, je suis assez satisfait d'avoir fait ça. Ouais. D'un point de vue contenu de ce que tu écris, donc le modèle que tu as choisi, c'est un modèle interview euh, dans lequel tu discutes, donc par écrit, tu discutes avec des entrepreneurs, investisseurs d'un de ces pays-là, justement dont on parlait, plutôt globalized tech scene, mais plutôt pays émergents quand même, mais par contre partout dans le monde. Euh, et c'est un modèle interview dans lequel tu rajoutes aussi des insights. Comment tu as choisi ce modèle-là? Pourquoi des interviews? Pourquoi avoir choisi de retranscrire des discussions plutôt que, tu vois, tu as aussi d'autres modèles où c'est que des analyses, par exemple. Pourquoi ce modèle en particulier? Euh, Moi, ce qu'on me disait souvent, je l'ai un peu vu a posteriori, mais c'est que les plus gros insights venaient de conversations directes avec des fondateurs et des VC, souvent en privé. C'est là où vraiment les insights les plus intéressants ressortissaient. Et du coup, moi, je voulais un peu productiser en fait ce truc-là. C'est pour ça que j'ai choisi le modèle d'interview. L'interview écrite, elle est très différente de ce qu'on est en train de faire là, une interview live en podcast. C'est deux formats qui ont chacun leur mérite. Mais je trouvais que l'interview écrite, elle a une pertinence en termes de... Tu peux vraiment éditer l'interview, tu peux la sourcer, tu peux la Hmm. retravailler, tu peux la lire en 10-15 minutes. Ouais. Euh, Tu vas avoir l'information justement qu'il te faut sur le sujet. Exactement. Et donc, c'est deux modèles qui se valent, et moi, je suis très gros consommateur des deux, mais je trouvais que le format interview écrite de qualité n'était pas présent en fait sur ce secteur-là, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Ok. C'est quoi ton process un petit peu? Parce que tu as des super entrepreneurs qui passent. Comment tu les trouves? Comment tu discutes avec eux? La dernière fois, tu me disais que tu leur parlais en off, donc au téléphone, et qu'ensuite tu faisais l'interview. C'est quoi un petit peu ton process d'écriture? Alors aujourd'hui, je dirais entre 80 et 90% des gens qu'on interviewe, c'est des intros de lecteurs. Donc de lecteurs qu'on a et qui investissent dans une région en particulier, qui du coup connaissent tout le monde, qui est bon, qui est mauvais. Et nous, on leur dit, bah, je sais pas, on veut interviewer quelqu'un au Kazakhstan, on veut interviewer qui? Et on a un abonné payant qui est VC en Asie centrale, il va dire, bah, il faut que tu interviewes cette personne, et ils nous font l'intro. Sur le processus de l'interview, en effet, je fais des calls qui sont pas record, parce que je trouve que la parole est plus libre. Il y a des pays où il y a des choses que tu peux pas forcément dire ou que t'as pas forcément envie qu'ils soient record, que ce soit pour des raisons légales ou juste t'as pas forcément envie que ce soit euh, public knowledge entre guillemets. Et du coup, c'est des interviews en off où moi je prends énormément de notes. Ensuite, j'écris l'article et la transcription, enfin l'article est très différent de la conversation parce que je retravaille énormément les formulations, j'essaie de clarifier, j'essaie de rajouter des sources. Si c'est des fondateurs, j'essaie de les challenger sur certains trucs. Je leur dis, bah, tu dis ton marché c'est cette taille-là, où est la source? T'as dit ça, mais du coup, ça, comment ça marche? Et donc, tu peux vraiment, vraiment te challenger. Et donc, il y a un processus de entre 2 et 3 allers-retours avec le fondateur, la fondatrice, sur l'édit de l'article. Et ensuite, quand on est tous les deux satisfaits, on publie. Euh, c'est un peu ça le process end-to-end. Ce qui est ouf, c'est que je sais pas combien de pays tu as couvert, mais je sais pas, peut-être une cinquantaine, non? Je pense. À peu près, ouais. Tu as beaucoup de startups dans beaucoup de pays différents. Et tu as dit un truc au début de la discussion qui était qu'en fait, il y avait parfois des parallèles entre des gens qui vont monter une boîte
au Nigeria ou en Amérique latine ou autre. Euh, c'est une phrase que j'ai vue sur ton site où tu dis Building a startup in Indonesia, Nigeria or Venezuela isn't the same as building one in Silicon Valley. Donc déjà, il y a un parallèle. Et en fait, tu commences à avoir de plus en plus d'informations et justement à comprendre des choses que tu as vues dans un pays et que tu vois dans d'autres. Est-ce que tu peux me dire quelques apprentissages ou quelques parallèles que tu as vus entre des pays? Ouais. Alors ça, c'est vraiment le cœur de notre thèse. Et quand on fait un call de vente, par exemple, avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, un VC au Pakistan, nous, ce qu'on leur vend, c'est pas notre couverture du Pakistan, même si on en fait et on en fait de temps en temps, mais c'est plutôt la couverture de pays qui sont socio-économiquement similaires au Pakistan et du coup où il y a énormément de learnings. Donc, je sais pas, par exemple, le problème de la volatilité de la monnaie, donc le cours d'une monnaie locale qui fait ça et qui peut même s'effondrer très rapidement. C'est un problème au Mexique, pardon, c'est un problème au Nigeria, en Égypte et au Pakistan. Et du coup, la manière dont une fondatrice égyptienne gère ce problème-là va être très intéressant pour un fondateur pakistanais qui a exactement le même problème. Euh, et nous, ce qu'on essaye d'introduire comme changement de comportement, c'est que nos lecteurs commencent à lire beaucoup plus largement géographiquement parlant. Parce qu'en fait, il y a des insights qui sont ultra pertinents et qui n'ont rien à voir avec la proximité géographique du pays. Tu vois, là, nous, on a un de nos lecteurs et qui est devenu un investisseur, qui était étudiant à Harvard et qui est de la Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, c'est une île slash pays. C'est une île. Et c'est ouais, une île slash pays Je dans les îles Caraïbes. je sais même pas comment je connais. Ça doit être. J'ai dû les voir au JO ou un truc comme ça. Moi, quand il m'a dit qu'il était de là, j'avoue que j'ai dû faire une petite recherche et j'avais honte parce que je lui dis mais c'est un pays dont j'ai très peu entendu Ouais. parler quoi. Et lui, il a pris Mais c'est tout petit, je pense. Je pense que c'est tout comme les petit, Barbades, ce genre. Ouais, c'est tout 40 000 petit. personnes, je crois. Donc vraiment Ah ouais, petit. ok. Bref, et donc lui, il est rentré à la Sainte-Lucie pour lancer la néobanque des îles Caraïbes. Donc en gros, il dit en fait, toute la région des Caraïbes, bah, il y a plein de micro-pays comme ça qui ne sont pas servis par une néobanque justement à cause de la complexité de à chaque fois devoir refaire le parcours regulatory par pays, etc. Et lui m'a dit, mais j'ai lu l'interview que tu as fait avec un fondateur fintech en Irak, donc je crois que en termes de distance Ouais, tu kilométrique, peux pas faire plus. tu peux pas faire plus. Il m'a dit, mais c'était ça. Problème 1, oui. Problème 2, exactement. Problème 3, on a exactement le même. Et du coup, il a vu une pertinence avec un marché où il n'aurait jamais forcément pensé à regarder. Et tu vois, lui, il aurait plutôt regardé ce qui se passe aux US, mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de corrélation opérationnelle entre faire une néobanque aux US et faire une néobanque à Sainte-Lucie. En fait, il y en a beaucoup plus entre faire une néobanque à Sainte-Lucie et faire une néobanque en Irak. Et donc ça, c'est vraiment le comportement de lecture qu'on essaie d'encourager au sein de nos lecteurs, et c'est la base de notre thèse. Est-ce qu'il y a des pays ou des régions dans lesquelles il y a particulièrement des parallèles? C'est quoi que tu regardes pour faire des parallèles? C'est le niveau de... Justement, tu parlais de pénétration d'Internet. À quel point il y a des boîtes tech dans le pays? Est-ce que c'est plutôt des tailles démographiques? Qu'est-ce que tu regardes pour te dire, OK, il y a peut-être un parallèle entre tel pays et tel autre pays? Je crois qu'il y a un sujet peut-être d'infrastructure, donc bah, justement de pénétration Internet, etc. Donc des pays qui ont peut-être une pénétration Internet à peu près similaire, qui ont des problèmes d'infrastructure similaires, ça va être pertinent. Il y a des similarités de régime politique. Donc tu vois, par exemple, on prend un sujet comme le Capital Controls. Bah, je sais que c'est un sujet en Tunisie. Je sais aussi que c'est un sujet en Éthiopie. Et j'imagine que c'est un sujet dans plein d'autres pays qui veulent protéger la valeur de leur monnaie, mais qui du coup, ce faisant, freinent beaucoup des investissements in and out du pays. Et donc, c'est plein de trucs comme ça. L'autre truc qu'on va voir, c'est l'attitude des incumbents. Donc, tu vois, je lance une fintech en Irak, et bah, la Hmm. réaction des banques locales, et bah, elle est sûrement très similaire en Éthiopie, où en fait, ils comprennent pas forcément. Et après, tu en onboardes une banque, et elle dit, ah, c'est intéressant.
on voit le truc, et le régulateur, il vient, il dit, ah, c'est intéressant, peut-être qu'on peut faire quelque chose. En fait, ce storyline-là, il est pareil entre plein de marchés, tu vois. Donc c'est ça qu'on regarde, mais il y a vraiment énormément de parallèles qui sont complètement décorrélés de la En, proximité en géographique. fait, ce qui est super cool, c'est que, et là où tu as raison, c'est que la plupart du temps, par exemple, si on regarde l'écosystème nigérian ou éthiopien ou irakien ou marocain, souvent les entrepreneurs, ils vont regarder ce qui se passe dans leur pays et ils vont regarder les US. C'est 99% du temps, c'est ça en fait. Parce que soit tu regardes l'hyper local, soit tu regardes là où il y a les plus grosses boîtes et où parfois on s'inspire. Et il y a ce discours qui dit que tu vois, beaucoup d'entrepreneurs se disent ok, je vais aller voir les levées qui se font aux US et me dire en fait quelles sont les prochaines boîtes qui vont fonctionner dans d'autres pays et donc m'inspirer. Sauf que peut-être que le plus intéressant, c'est de voir des pays similaires ou des pays qui sont un petit peu plus en avance mais qui sont similaires. Par exemple, l'Asie du Sud-Est, c'est un exemple qui revient beaucoup parce que c'est des pays émergents où donc il y a des parallèles avec peut-être des pays africains ou au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Mais par contre, ils sont un petit peu en avance. 100%. 100%. Et moi, ma thèse, c'est qu'en fait, il y a à apprendre de tous les deltas de comparaison. C'est-à-dire qu'il y a un peu à apprendre des US côté aspirationnel, etc. Des pays qui sont un peu plus en avance, eh ben, il y a pas mal à apprendre de genre, ok, c'est là on va être dans 5-10 ans. Et deux pays qui sont un peu en retard, là, tu as un énorme avantage compétitif. Et je crois que j'avais lu ça, mais en fait, il y a des VC polonais qui sont très actifs dans les Balkans. Pourquoi? Parce que la Pologne, elle est 10-15 ans en avance des pays des Balkans. Et du coup, je suis VC en Ok. Pologne. J'ai investi dans, je sais pas, 3 boîtes qui ont marché dans le B2C en Pologne. Et ben, je vais regarder ce qui se passe en Serbie. Je me dis, grosso modo, sans faire de généralisation, le marché va aller dans le même sens. Et ben, en fait, je peux pick des winners parce que moi, j'ai déjà vu ce qui allait marcher. Et donc, nous, Hmm. notre thèse, c'est que il y a vraiment, vraiment des insights à prendre de différentes natures, mais deux pays qui sont en avance à un niveau similaire de développement ou alors un peu en retard. Est-ce qu'il y a des marchés ou des pays qui t'intéressent particulièrement en ce moment? Euh, je trouve que le Bangladesh, c'est très intéressant Ok. parce que c'est un énorme marché. Il y a, C'est combien d'habitants le Bangladesh? il y a plus de 100 millions de personnes. Je sais pas si tu peux vérifier rapidement, mais je sais qu'il y a plus de 100 millions de personnes. 173 millions de Bah personnes. voilà, 173 millions de personnes. Et je suis sûr sur la growth curve dans les 30 années à venir, on va dépasser je sais pas combien. Euh, Ils ont eu un gros changement de gouvernement récemment, où ils ont renversé leur dictatrice, qui s'est enfuie en hélico du pays, et ils l'ont remplacé par un gouvernement de transition qui est l'idée par Mohamed Younous. Je sais pas si ça te dit un truc. C'est un prix Non, je Nobel savais et pas. c'est lui qui a inventé la microfinance. Il est un peu vu comme le père de la microfinance. Euh, Bref, il y a plein de trucs qui se passent dans ce marché. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais c'est un gros gros marché. Et en fait, ce qui est tout le temps, mais moi, ce qui me sidère, c'est le niveau enfin le volume d'investissement VC dans des marchés comme le Bangladesh avec 173 millions de personnes. Et tu vois, il y a genre 40 C'était- millions par an. Ah Et, ouais, et c'est c'est, rien. c'est genre, Ouais. mais, et d'ailleurs, don't quote me on this, je connais pas le chiffre exact, mais en Ouais, termes de VC per capita, c'est genre, c'est mais rien. rien du tout, c'est ridicule, tu vois. Et du coup, tu te dis, en fait, la pénétration Internet, elle boom, euh, le pouvoir d'achat, il augmente, euh, le poids des startups et de la tech dans ces économies-là, il est à 0,0001% de son potentiel. Hmm. Et sur les 20-30 prochaines années, en fait, il n'y a aucune raison qu'il arrive à un niveau similaire qu'aux US. Et moi, il y a un graphe que j'aime beaucoup quand je t'enverrai, euh, qui compare tech as percentage of GDP. Ok. Et je crois qu'il prend comme proxy le pourcentage des boîtes tech qui sont cotées publiquement et leur poids en market cap, etc. Hmm. Et là, je dis des chiffres un peu approximatifs, mais je crois qu'aux US, c'est genre 52%, en Europe, c'est 37%, et tu regardes en Afrique, c'est genre 1 ou 2%.
Mais tu vois, la question, c'est que d'un côté, on se dit, c'est sûr, on va aller dans cette direction. Mais de l'autre, le risque, c'est que ce soit en Afrique ou au Bangladesh ou dans d'autres pays, ces pays-là continuent juste à utiliser de la tech américaine ou européenne. C'est ça un petit peu le contre-argument. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense qu'il y a juste à regarder le volume d'investissement VC dans des startups locales en 2015 versus en 2025 dans Ouais, chaque pays que tu veux. Prends ouais. n'importe quel pays que tu veux. Je suis sûr que c'est un chiffre qui fait x10. Presque. Euh, et donc, et surtout, ce que tu dis, c'est peut-être vrai pour les GAFAM, tu vois. Je pense pas que l'Irak ou le fondateur irakien va se dire, vas-y, je vais réinventer un YouTube pour l'Irak. Par contre, la marketplace de used cars, Ouais. eh ben, c'est sûrement pas la startup américaine qui va aller se frotter au marché irakien. C'est un fondateur, une fondatrice irakienne qui vont le faire en local. Et donc oui, je pense que je sais pas sur OpenAI ou Facebook ou YouTube ou Google ou tous C'est les pas gros là mastodontes, où on va aller se battre, mais par contre, je tu pense as pas. plein de use cases où être local, c'est quand même un avantage. Et encore, tu vois là sur l'IA, bah en France il y a Mistral, je crois aux Émirats Arabes Unis ils ont Falcon ou un truc comme ça. Euh, AI-71 et Falcon, ouais. Tu vois, il y a aussi, je pense, dans les prochaines années, un shift sur les technologies fondamentales qui vont être construites en local. Ouais. Et prenons un exemple, la fintech. Euh, il y a beaucoup de pays qui sont en train, même via leur gouvernement, de disrupter le monopole Mastercard Visa en faisant des schemes d'instant payments, tu vois. Ce qu'ils font au Comme Brésil, où? bah, au Brésil, ils font ça avec Pix. Donc, je crois que c'est la banque centrale brésilienne qui a lancé un scheme de instant payments et du coup, tu peux payer. Donc, donc, donc c'est lancé par la Banque centrale et c'est un concurrent de Visa Mastercard. Bah, c'est un concurrent de Visa Mastercard dans le sens où ils te permettent de faire des transactions financières à moindre Ouais. coût que Visa Mastercard. Ils Hmm. ont pareil en Inde avec UPI. Ils sont en train de faire pareil au Pakistan avec Rast. Et donc, tu vois, même des technologies fondamentales, moi, je suis assez convaincu. Là, on le voit pas parce que si on regarde à 2 3 ans, bah oui, bien sûr. Mais prends à, tu vois, 15 20 ans, pour moi, il y a beaucoup de lines qui vont shifter. Donc tu disais Bangladesh, très intéressant, j'y aurais pas pensé. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Tu vois, ça m'intéresse de savoir un petit peu des pays sous-cotés que tu as vus et que tu suis particulièrement, qui sont un petit peu sur ton radar. Euh, la semaine prochaine, on fait un événement avec un de nos abonnés payants qui investit en Asie centrale. C'est une région qui est ultra intéressante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. De un, il y a une position stratégique ultra importante. Donc, tu vois, ils sont entre la Russie, la Chine, l'Europe, le Moyen-Orient. C'est des pays qui sont en train ou pour le Kazakhstan, qui veulent vraiment diversifier leurs économies des ressources naturelles et qui du coup investissent beaucoup dans la tech en local. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la formation d'un espèce de nouveau corridor entre le Pakistan, l'Asie centrale et le MENA. Et donc tu vois, le fondateur ou la fondatrice pakistanaise, un de ses premiers ports of expansion, ça va être les GCCs. Et pareil, un fondateur ouzbek, son première expansion, ça peut être potentiellement le Pakistan, tu vois. Et c'est des corridors, on n'aurait pas forcément réfléchi. Et en fait, il y a vraiment la création d'un nouveau, c'est un peu les routes de la soie version tech, tu vois, mais qui sont en train de se recréer. Et ça, c'est très intéressant à voir. Très intéressant, très intéressant. En Afrique, il y a des choses que tu regardes en particulier? Alors nous, on regarde pas mal de trucs, bien sûr. Euh, Moi, un sujet qui me passionne récemment, c'est on a fait 2 interviews avec des boîtes de solar startup au Nigeria. Et Ok. pourquoi c'est très important? Parce qu'au Nigeria, le gouvernement a annulé, ou en tout cas réduit fortement, une grosse subvention qu'ils avaient sur le pétrole. Et beaucoup des consommateurs et des business nigérians, vu que l'électricité est pas forcément provided dans des quantités suffisantes par le grid, ont des générateurs en perso. Et du coup, en fait, si le prix du pétrole augmente, bah, le prix de ces générateurs
augmente aussi. Et du coup, la pertinence des panneaux solaires est immense. Mais un panneau solaire, ça coûte cher. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément les fonds pour s'acheter un panneau solaire outright. Et là, les 2 startups qu'on a fait, c'est des startups qui permettent à des particuliers et des business d'acheter des panneaux solaires on credit. Et donc, tu Ok. vois, eux, ils font vraiment un play finance où ils font asset-backed finance pour les panneaux solaires qui sont en train d'exploser en pertinence parce que le prix du pétrole a explosé avec la baisse de la subvention. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, étant donné que tu suis ces boîtes-là, je pense que tu es toujours capable d'être au courant des dernières trends ou des dernières choses qui se sont passées dans ces pays-là. C'est intéressant. Est-ce que tu as des startups que tu as couverts ou des fondateurs qui t'ont particulièrement marqué? Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, alors il y en a un qui me vient en tête là. C'est le fondateur de Cachea au Venezuela. Eux, Cachea, je connais pas. ils ont lancé une appli de Buy Now Pay Later au Venezuela. Donc paiement en plusieurs fois. Pourquoi est-ce que c'est ultra pertinent? Et attends, avant que je te dise ça, je crois que la dernière fois que Je j'ai sais que regardé, quand je tape Cachea Venezuela, il y a Cachea qui sort et ensuite il y a de Realistic Optimist. excellent. Alors, j'ai bien fait mon travail alors. Ça, Euh, c'était marrant. avant que je, juste pour te donner une idée de la taille du truc, la dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'est 28% de la population adulte du Venezuela utilise Cachea. Juste 28% de la population 28%. du pays. Enfin bref. Pourquoi c'est ultra pertinent? Eux, ils permettent aux gens de payer en plusieurs fois. En gros, ils remplacent le sans intérêt. Parce que c'est le merchant qui paye une commission parce qu'ils acceptent le buy now pay later et du coup ils ont des basket size un peu plus hauts. C'est ultra Ok. pertinent parce que le, l'industrie des cartes de crédit au Venezuela s'est complètement effondrée. Pourquoi? Parce que la valeur de la monnaie s'est effondrée et en même temps, il y avait des limites sur les taux d'intérêt que les cartes de crédit pouvaient prendre. Mais du coup, si je suis une banque et je te prête 100 bolivares et que dans 6 mois, ces 100 bolivares, ils en valent 45 000, mais que moi, je suis limité à un taux d'intérêt de 15% sur le truc initial, et ben en fait, je perds de l'argent, mais comme pas possible, tu vois. Ouais. Et du Ouais. coup, l'incentive pour faire des cartes de crédit a presque complètement disparu. Et eux, ils sont arrivés avec un nouveau concept qui n'est pas une carte de crédit, mais qui redonne aux consommateurs le behavior d'une carte de crédit, donc le paiement échelonné en plusieurs fois. Euh, et ça explose, ça explose. Je crois qu'ils sont app la plus downloadée du pays, 28% de la population les utilise. Et ils sont vraiment en train de redonner non seulement du pouvoir d'achat aux gens, mais aussi aux commerçants qui du coup ont plus de volume d'affaires. Euh, Ça, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant. Très intéressant. Ça t'arrive de voir des choses comme ça et d'en parler à d'autres personnes que tu as interviewées ou parmi tes abonnés? Parce que, en fait, tu as tout le temps des parallèles. Donc, tu peux te dire, ça, c'est quelque chose que j'ai vu au Venezuela, c'est une bonne idée pour telle situation au Nigeria ou dans d'autres pays. Ça t'arrive? 100%. Je pense que je fais plusieurs intros par semaine de cette nature-là. Tu vois, récemment, nous, on a fait une interview avec une boîte au Mexique qui permet à la diaspora mexicaine de renvoyer de l'argent au pays sur WhatsApp. Donc, en fait, tu as un bot IA où c'est comme si tu textais la boîte, elle s'appelle Félix Pago, et d'ailleurs, le fondateur est un investisseur aussi dans Realistic Optimist. Petit disclaimer. Mais c'est pas pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment cool. Et tu textes Félix Pago sur WhatsApp, tu dis je vais envoyer 150 euros à ma grand-mère. Eux, ils ont déjà connecté le compte en banque de ta grand-mère, etc. Ils disent juste pour confirmer, tu veux bien envoyer 150 euros à ce compte en banque-là, tu dis oui, et boum, ils te l'envoient. Et tu rentres juste tes credit card number directement sur WhatsApp, je crois, et ça te l'envoie. Et j'ai parlé à un fondateur en Ouganda, je crois, non, au Kenya, qui fait un truc pareil, mais qui est très très early. Et je me suis dit, Ok, mais c'est quoi? Ah, je sais. qui est en train de lancer ça? Ok. Ouais, et il est en train de le lancer pour du B2B intra-Afrique.
Donc, il fait des virements B2B intra-Afrique via la Mais stablecoin, par etc. WhatsApp. Je sais plus Par si c'est WhatsApp. par WhatsApp, mais je crois qu'ils en font beaucoup via stablecoin et Ça, c'est un vrai truc Ouais, en ce moment. Les cross-border payments en stablecoin, ça, j'en vois pas mal. ouais, c'est hyper intéressant. Et tu vois, Félix C'est un vrai Pago, sujet. ouais, Félix Pago, ils ont levé 80 millions. Lui, le mec au Kenya, je crois qu'il a fait la V1 de son deck et j'ai mis les deux en relation. Et le fondateur de Félix Pago, il a répondu parce qu'il voit la pertinence, même de manière très stratégique, si Félix Pago veulent Ouais. sortir de l'ATAM et veulent aller en Afrique, et si eux deviennent le Félix Pago de l'Afrique et qu'ils ont 5 ans de retard, et ils peuvent peut-être se faire racheter, tu vois. Donc il y a beaucoup, Ouais, beaucoup de hyper parallèles à faire. intéressant. On s'en fait une dernière, parce que moi j'adore que tu me parles de boîtes comme ça, parce que tu es le gars qui voit plein de boîtes partout dans le monde. Ouais, je vais en T'en as faire une une sur dernière pour le. nous, Je vais faire une une autre histoire marocaine. sympa que tu as vue. Allez, bah oui, c'est vrai, on n'a pas encore fait. Récemment, on a couvert Z-Systems. Je sais pas si ça dit quelque Z-System, ouais. Alors j'ai System. enregistré avec Samer Choumar, Ah, ok, mais le podcast n'est pas encore sorti, mais on a enregistré ensemble. C'est ok. une belle boîte. C'est une boîte très très stylée et qui est très intéressante parce que je trouve que ils sont ultra lucides sur ce qui marche pas dans leur modèle et du coup ils ont dit ok ça marche pas mais ça marche et du coup on va appuyer là où ça marche et on va faire un peu différent pour ce qui marche pas, tu vois. Ok, c'est-à-dire qu'ils ont été réalistes sur l'état du marché et de ce qu'ils peuvent faire au Maroc, c'est ça? Exactement. Eux en gros ils ont dit Ouais. le B2B e-commerce au Maroc, il y a un truc qui marche, un truc qui marche pas. Le truc qui marche c'est que les commerçants ils sont trop chauds pour commander des trucs sur leur téléphone. Ce qui marche moins bien c'est les marges. Parce qu'en fait, du coup, on a très peu Mhm. de marge. Et eux, ils ont dit, bon, on va garder le behavior des commerçants qui commandent sur leur tel. Par contre, pour que nos marges ne se fassent pas défoncer, en fait, on va outsourcer ça au marché. Et donc, de ce que j'ai compris de leur modèle, tu me diras si tu as compris autre chose, mais en gros, c'est les marques qui font leur digital store en fait sur l'app. Les commerçants commandent de Exactement, ouais. là. Et ensuite, les marques peuvent rentrer en contact avec des parties tiers qui s'occupent de la delivery. Mais du coup, Z-Systems est assez asset light. Euh, et ils font un autre truc, ou en tout cas, ils pensent à faire un autre truc. Et je sais pas à quel point c'est confidentiel, mais je crois qu'on en a parlé dans l'article, donc c'est bon. Mais c'est du BNPL qui est backé par euh, des paiements de social security, donc des welfare payments. Et donc, en gros, si tu offres Ok. du BNPL à des gens qui, tu sais, vont recevoir tous les mois un virement de l'État, et ben en fait, tu te dérisques quand même énormément. Parce que tu sais que ce virement va arriver de toute manière. Et ça, c'est intéressant pour redonner du pouvoir d'achat aux Ouais. gens peut-être plus bas socio-économiquement et qui ont beaucoup moins de moyens. Donc ça, c'est une boîte assez intéressante. Très cool, très très cool. Franchement, on pourrait faire des dizaines de boîtes comme ça, c'est hyper intéressant. Ok, j'aimerais bien que tu me parles un peu de la levée. Ce que je te disais, c'est que euh, moi, je pensais que c'était un petit peu rare de lever dans les médias. Alors, disclaimer, je l'ai investi un petit ticket dans cette levée-là. Mais du coup, tu vois, c'est assez rare de lever en tant que média, mais peut-être pas en fait, parce que tu m'as parlé de Mediapart, il y a d'autres médias qui ont levé. Mais en tout cas, pourquoi tu as choisi de le faire et tu vois, pourquoi ce choix-là? Pourquoi pas se dire, je commence à avoir des clients, je peux construire sur ça, je peux avancer, aller chercher de plus en plus de clients et nourrir comme ça la machine. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi lever? On aurait pu le faire en bootstrap, mais il aurait fallu une période de service. Donc en fait, l'abonnement B2B, ça prend du temps à scaler parce que c'est la poule et l'œuf. Donc si aucune boîte a acheté ton abonnement, quand tu en pitches une, elle dit si personne n'a acheté, c'est que c'est nul. Et donc ça, on est en train de casser ce mur-là. Et aujourd'hui, on a 500 Global, InDrive Ventures, Goodwell, Sturgeon Capital, Razer Capital, enfin plein de VC. Et là, aujourd'hui, on a eu un VC en Azerbaïdjan qui s'est acheté un abonnement. Ça, c'était intéressant. Et du coup, tu vises que les boîtes quand tu vas chercher Ouais, des lecteurs parce que tu vois, c'est du B2B, mais techniquement, quelqu'un qui est entrepreneur, il pourrait payer enfin en B2B2C, quoi. C'est-à-dire, l'entrepreneur, il est intéressé, mais c'est pas forcément sa boîte qui va payer ou un investisseur ou même quelqu'un peut-être qui n'est ni investisseur ni entrepreneur. aujourd'hui,
la situation est la suivante. Sur le site, tu peux t'acheter un abonnement individuel pour 250 € par an. No Hmm. questions asked. Enfin, tu le fais directement, t'as pas besoin de me parler. Et ça, c'est déjà arrivé que soit un fondateur ou un invest ou quelqu'un qui est juste intéressé par ça s'en achète un. Par contre, du coup, moi, mon cycle de vente, il est focus sur vendre des abonnements de groupe en B2B, tu vois. Euh, D'accord. donc voilà. Bref, pour revenir à la question de la levée, du coup, l'abonnement B2B, ça prend du temps à se lancer. Et du coup, j'avais pas assez d'argent pour moi me payer, payer quelques-unes des dépenses de la boîte, etc. Et du coup, j'avais deux options. Soit je bootstrap et en attendant que l'abonnement scale, je fais du service. Tu vois, j'avais fait une mission pour Digital Ça aurait été quoi, Africa. par exemple? J'ai Ouais. fait une mission pour Digital Africa, donc le fonds de l'AFD. On m'a déjà demandé d'écrire pour des VC, donc des fonds qui veulent écrire sur leur boîte. Et tu vois, moi, je le fais en white label, quoi. Donc vraiment Ouais. du service pur et dur. Et la vérité, c'est que moi, je pense qu'il y a un truc à faire avec l'abonnement parce que je l'ai prouvé. Les gens sont prêts, enfin, les entreprises sont prêtes à payer. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui payent sur sur 3 continents, je crois. Tu vois, on a des abonnés payants à Londres, au Pakistan, en Égypte, en Afrique du Sud, au Brésil, en Azerbaïdjan. Et du coup, ce qu'on a prouvé, c'est qu'avec la même thèse éditoriale, le marché est très niché thématiquement, mais géographiquement, pas du tout. On peut vraiment toucher n'importe qui. Hmm. Et du coup, moi, je me suis dit, je veux lever, et c'est un peu ce que Mediapart a fait, hein, je veux lever pour, en gros, me donner 18 mois pour prouver que je peux arriver à l'équilibre sur les abonnements. Mais donc vraiment être à fond sur les abonnements et pas faire du service à côté, du truc à côté, des ads à côté pour Ouais. un peu, tu vois, Aller survivre. plus vite et focus. Exactement. En gros, me donner 18 mois de focus sur l'abonnement parce que je pense que ça peut marcher. Et j'ai envie d'être full focus et de pas devoir faire du service à côté pour payer les factures. T'as hésité sur ton modèle au début? T'as testé des ads? T'as testé d'autres modèles ou pas, ou tu savais directement ce que tu voulais faire? Je savais que ce serait de l'abonnement et ça a toujours été de l'abonnement. Par contre, au début, j'avais commencé en B2C, donc c'était des abonnements à 12 € par mois, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est que de l'abonnement à l'année déjà. Et je suis vraiment, vraiment focalisé sur mon cycle de vente à vendre en B2B des abonnements de groupe. Donc non, ça a toujours été abonnement, mais le gros shift, ça a été, ça c'était il y a un an en gros, de B2C à B2B. Ok. Ok. Et ads, t'as jamais essayé? Non, parce qu'en fait, on produit quelque chose d'assez technique, de très niché, Hmm. et au début, du coup, le volume de lecture était faible en termes de gens qui lisent. Euh, Hmm. et du coup, c'est dur à aller vendre du ads. Et une fois que tu te mets dans le ads, en tout cas en écrit, je pense que c'est différent pour le podcast, mais c'est ce que tu dis au début. Et bah, il faut que je fasse du volume. Et du coup, je suis pas forcément incentivé à faire de la grosse qualité. Et surtout, je pense que le ads scale pas tant que ça en fait en écrit. Tu vois, c'est-à-dire que je sais pas, t'as 20 000 abonnés, je sais pas, tu fais payer 10 000 € par slot. Et ben une fois que tu fais x2 en abonnés, est-ce que tu peux faire x4 en prix du ad slot? Je sais pas. Par contre, si tu Ouais. passes de 10 000 abonnés payants à 30 000 abonnés payants, là, c'est vraiment différent, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu ma réflexion là-dessus. Comment tu vois évoluer le paysage média? Je sais que la dernière fois, tu me disais que tu lisais plein de biographies, tu vois, de fondateurs de médias pour comprendre leur histoire, etc. Donc je sais que tu connais bien le secteur. D'ailleurs, curieux de savoir un petit peu quels sont les grands personnages de l'histoire dans les médias qui t'intéressent. Mais en tout cas, comment tu vois les médias aujourd'hui? Comment tu les vois avancer dans les prochaines années? Bah, moi, je suis vraiment focalisé média startup tech. Et bah, moi, ce que toi, tu es en train de faire, c'est passionnant. Pourquoi? Parce qu'il y a une version de toi dans presque chaque pays qui a commencé il y a Ok. 2 3 ans. Et qui a en gros la même thèse que toi, qui te dire, mais en fait, je vois mon écosystème tech local en train de se former. Il n'y a pas beaucoup de contenu peut-être en langue locale. Et tout ce qu'on a en gros, c'est des vidéos de YC filmées à New York, mais qui parlent pas du tout des problèmes auxquels nous on fait face. Je vais aller remplir ce gap. Et du coup, des versions de Next Wave, mais je peux t'en citer à la pelle dans plein d'autres pays.
qui, en gros, ont la même thèse que toi. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être c'est une des... En fait, bref, pour conclure là-dessus, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de médias tech locaux. Et Ok. moi, je pense que ma value prop, et notre value prop à The Récit Optimiste, c'est de devancer beaucoup de ces acteurs. On a juste un but différent, mais de parier sur le fait que ces gens-là vont vouloir comprendre ce qui se passe ailleurs et qui, du coup, ils vont s'informer localement, mais ils vont vouloir savoir ce qui se passe ailleurs et ils vont avoir la flemme pour chaque pays dans lequel ils s'intéressent de voir quels médias il faut suivre, tac, 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 et de faire le Ouais, tri entre ce qui est bien bien et ce sûr. qui est pas bien. Et nous, en fait, Et pour chaque... culturellement, c'est plus compliqué d'aller regarder un média local parce que il est dans la culture locale, etc. Et c'est normal, alors qu'un média qui est fait pour ça, c'est différent. En fait, moi, de récit optimiste, et c'est pour ça que j'utilise l'exemple du Financial Times. Aujourd'hui, si tu es dans la finance, tu as un abonnement Financial Times. Tu lis le Financial Times. Hmm. C'est the one-stop shop. Et tu sais que ça couvre ce dont tu as besoin. Tu sais que tu peux faire confiance au journal. Tu sais que c'est global. Tu sais qu'il y a de la crédibilité. Et après, tu vas peut-être lire des trucs un peu plus de niche, etc. Tu vois. Mais si, en gros, moi, euh, si tu opères dans le global startup scene et que tu veux comprendre ce qui se passe à l'étranger, ce qui je pense va être le cas de plus en plus de gens, il te faut un abonnement de Récit Optimiste. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Toi, tu es sur un sujet qui est justement très niche et très précis et documenté, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact IA, mais dans les médias un peu plus mainstream, par contre, je pense qu'ils ont un gros impact, tu vois. Euh, je te parlais des personnages médias qui t'intéressent. Est-ce que tu as des rôles modèles ou des personnalités, tu vois, de l'histoire qui ont construit des médias qui t'intéressent particulièrement, qui t'inspirent? J'en ai deux. Il y en a un, c'est une inspiration, et l'autre, c'est tout ce que je déteste et tout ce que je veux pas être. Ok. Tu veux que je commence par lequel? Celui que tu veux pas être. Murdoch. Euh, Ok. Murdoch, il possède Sky, il possède Fox, il possède en gros tous les médias d'extrême droite ou très très à Rupert droite. Murdoch. Ouais, Rupert Ouais. Murdoch. Et dont j'ai lu la biographie récemment. Et c'est juste un gars qui voit vraiment les médias comme de l'influence, tu vois. Euh, et surtout juste comme une machine à cash. Et lui, du coup, se dit, mais ok, quand je rachète un journal, comment est-ce que j'en vends plus? Pas comment est-ce que j'éduque, comment est-ce que j'assainis le débat, comment est-ce que j'enlighten de débat. Non, comment est-ce que je vends plus de journaux? Et du coup, par exemple, c'est Murdoch qui a vraiment été le pionnier du concept des tabloïds au UK, Ah ok, c'est lui en qui a partie. développé ça. Ouais. C'est un cancer. Ok. C'est un cancer sociétal, les tabloïds. Ça n'a aucun intérêt, ça débilise les gens, C'est bref. quoi, c'est The Sun, c'est ça? Ouais, Là, je suis en train de je voir, crois c'est lui qui que a si fait tu The Sun et regardes, The Sun, je voilà. crois que je crois que c'est un tabloïd, mais je suis pas sûr, je connais pas bien. S'il y a des gens qui aiment le Sun, Non, non, je crois que c'est un bon tabloïd. En tout cas, pas je loin. crois que c'est un Et tabloïd, ouais. il Ok. en possède beaucoup d'autres. Et tu regardes, juste regarde après les titres des articles du Sun. Enfin, c'est à vomir. Ouais, Vraiment, ouais, c'est à ouais, vomir. c'est que des. Ouais, C'est à vomir. Et du coup, c'est un mec qui a en gros construit sa carrière en achetant des titres et en les transformant en ce que les gens voulaient consommer. Et tu vois, Fox News, c'est pareil. On va gonna give them what they want. On va faire appel aux, aux éléments les plus ouais. vicieux de la Les nature sentiments humaine, les tu plus vois. vicieux et primaires. Exactement. C'est les fameux trucs où il faut jouer sur, tu vois, la peur ou sur l'envie ou sur les trucs qui titillent un peu les gens. Exactement. Et la santé financière de Fox News est insolente. Tu vois, donc ça marche, enfin, ça vend. Mais pour moi, ça me dégoûte. Vraiment, ce mec me dégoûte. Ce qu'il a construit me dégoûte. Et c'est tout ce que je veux pas être. Le contre-exemple, c'est Joseph Pulitzer, qui est plus connu Ah pour oui.
C'est le prix Pulitzer. Et lui, j'ai aussi lu sa biographie récemment. Euh, Il n'était pas en compétition avec un gars qui. Hearst. Ouais, je crois qu'il y a une histoire. Donc, Pulitzer, c'est fin des années 1800, je crois, début des années 1900. Il a fait quoi? C'est New York. Je sais plus quel média c'était. Je crois que c'était à New York. The Globe, je crois, ça s'appelait. Et il y a une histoire intéressante. Soit il avait un mentor, ou soit c'était lui le mentor. Il y avait une guerre entre les deux avec l'un qui est sorti du média de l'autre et qui a créé un média concurrent. Mais Je crois qu'il y a une histoire comme ça. je crois qu'il était en compète avec son petit frère déjà, à un moment. Ok. Donc, juste, en tant que personnalité, c'est pas forcément quelqu'un dont je veux recopier les traits, tu vois. Pourquoi il est Mais comment? parce qu'il est devenu justement très abrasif, très reclus sur lui-même, sur son yacht à la fin de sa vie, bref. Mais c'est besides the point. Au début de sa carrière, ce qui est très intéressant avec Pulitzer, c'est que il a créé un média à New York, justement, qui prenait pas mal parti sur des affaires de corruption et qui les mettait en lumière, qui écrivait et qui, du coup, justement, on revient à ce que je disais au début, mais qui faisait changer la mentalité publique et la relation publique aux elected officials, à la corruption, etc. Donc, il a vraiment drivé des choses positives. Je crois qu'aussi, il était pionnier du so-called yellow journalism, donc quand même un peu de sensationnalisme dans ce qu'il faisait aussi, donc pas un exemple parfait. Par contre, je te donnerai un exemple de niche qui m'a beaucoup inspiré aussi. C'est un livre qui s'appelle The Queen of Oil. Et en gros, c'est une meuf, une femme qui s'appelle Wanda Jablowski, je crois. Et elle a monté au tout début du secteur du pétrole et où les majors américaines sont arrivées au Moyen-Orient. Elle a monté genre la newsletter payante, premium, qui est élue par tous les gens dans ce secteur et qui est élue notamment par les ministres du pétrole en Arabie Saoudite ou au Venezuela, etc., qui étaient en train de structurer leur pays. Et du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle permettait à des gouvernements et des gens dans les gouvernements au Moyen-Orient d'exprimer leur position aux majors américaines qui, du coup, les recevaient dans leur inbox et qui les lisaient. Et par exemple, c'est elle qui a fait l'intro entre les deux personnes qui ont créé l'OPEC. Ah ouais, incroyable. Tu vois? Incroyable. Et ça, c'est un modèle intéressant. Ouais. Et elle, ça m'inspire beaucoup parce qu'en fait, elle a créé un média qui est lu par tous les gens les plus importants dans un secteur. Et du coup, elle pouvait vraiment, vraiment faire passer des messages et ce qu'elle écrivait avait un gros impact sur le secteur après, quoi. Donc, je te dirais ces trois-là, mais plutôt la dernière, Wanda Jablowski, qui a créé un truc très, très cool. Comment tu comptes faire grossir Réalistique Optimiste? Pour l'instant, c'est plutôt toi qui écris, la plupart du temps, je crois. Comment tu vas faire pour écrire de plus en plus? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont écrire avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire que passer à la prochaine étape? Alors aujourd'hui, justement, avec la levée, on peut se permettre de commencer à être avec des gens en plus. Moi, mon idée, c'est de trouver un correspondant ou une correspondante par région. Donc en fait, on veut recruter quelqu'un dans chaque région qui va faire 3 trucs, qui va écrire des articles sur sa région, qui va organiser des événements dans sa région, soit physiques, soit digitaux, et participer au cycle de vente dans sa région. Donc en fait, on veut vraiment que le correspondant ou la correspondante Afrique, par exemple, du Récit Optimiste, own un peu the RO Africa, tu vois, et construise toute son équipe. Aujourd'hui, on a trouvé la personne qui couvre l'Asie, donc Akash, qui est en Inde, à Bangalore. Ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et c'est génial. Et moi, ça m'apprend énormément de choses, justement, sur comment faire en sorte que ses correspondants soient le plus épanouis et soient le plus productifs pour la boîte. Et récemment, et ça c'est assez marrant, il y a 2 semaines, j'ai reçu un email out of the blue d'un gars en Australie qui m'a écrit un mémo de 5-10 pages en me disant, en gros, je lis The Récit Optimiste depuis 3 ans, religieusement, chaque article. Voilà ce que je pense que ça devrait être.
Et vraiment, c'était presque mot pour mot ce qu'il y avait dans mon deck. Incroyable. Et c'est un gars, enfin, je lui avais parlé une fois il y a 6 mois, tu vois. Et je lui ai dit, mais, enfin, bref, ça m'a un peu retourné le cerveau. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire pour nous? Il a dit, bah, moi, je veux écrire long form investigative pieces. Et du coup, il est rentré en tant que long form correspondent. Et donc, lui est en train de leader le premier article, un peu investigation du Realistic Optimist. Donc, c'est une première pour nous. Et le sujet qu'on analyse, c'est la relation entre les VC japonais et les startups africaines. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a très peu de bruit sur ce qui est en train de se passer. Il y a la branche développement international du gouvernement japonais qui participe. Pourquoi? Il y a des corpos japonais qui participent. Pourquoi? Comment est-ce que cet argent japonais est reçu en Afrique de la part de fondateurs / investisseuses africains comparé à de l'argent français? C'est intéressant, c'est quand même pas les mêmes contextes historiques. Ouais. Donc ça, il s'est lancé là-dedans. Et ce qui est trop cool, c'est que vu que ça fait 4 ans que j'écris, et en termes de sources pour cet article-là, j'ai lancé 20-30 emails et on a eu les intros aux 5 personnes auxquelles il fallait qu'on parle. Mais dans les 3 jours. Magnifique. Et c'est intéressant, tu as 2-3... c'est juste un intérêt du Japon pour l'Afrique ou tu vas pas te dire tout ce qu'il va y avoir dans l'investigation, bien sûr, mais tu as une ou deux idées de ce qui se passe? Alors, on vient de commencer l'investigation, donc j'aurais plus de trucs à dire pour toi, mais il y a un angle démographique assez intéressant. Donc le Japon, c'est une démographie qui vieillit. Je crois que c'est un pays qui est très très fermé à l'immigration et qui du coup peut pas renouveler sa Qui s'ouvrent pyramide, quand même, je pense, parce qu'ils sont obligés. qui sont Mais obligés, ouais. tu vois. Mais du coup, les boîtes japonaises cherchent des nouveaux marchés. Et l'Afrique, c'est un marché extrêmement jeune, donc ça a du sens pour eux. Donc, et deuxième insight que je te dirais, en fait, ils ont déjà fait ça en Asie du Sud-Est et ils se disent, il n'y a aucune raison que ça marche pas en Afrique. En fait, les VC japonais ont été assez actifs en Asie du Sud-Est et je crois que ça a bien marché pour eux. Et du coup, ils se disent, la suite logique, c'est juste de continuer sur la map monde et de faire l'Afrique. Ouais, ok, hyper intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais que ce soit Realistic Optimist dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ai un plan à 5, 10, 30 ans, donc j'essaie de te dire dans 5 ans. Dans T'as un 5... plan à 5, 10, 30 ans? Ouais, du coup, je veux la totale. Bah, C'est rare d'avoir un plan aussi loin. Ok. pour moi, c'est la dernière boîte sur laquelle je travaille. Je pense que The Global Startup Scene, c'est le secteur économique le plus important de notre siècle et il n'a pas son média de référence. Et donc, moi, avec The Realistic Optimist et notre équipe, je veux construire la business publication la plus importante de notre siècle en couvrant le secteur économique le plus important de notre siècle. Donc, dans 5 ans, j'aimerais avoir un correspondant ou des correspondantes solides dans chaque région. Et j'aimerais avoir une bonne conversion et un bon revenu récurrent sur 2 types de personas de lecteurs. C'est de 1, les VC qui investissent soit 100%, soit en partie dans les pays émergents. Aujourd'hui, c'est notre grosse base de lecteurs. Et de 2, des gros contrats avec des universités, plus particulièrement des programmes de MBA. Donc là, on est en essai avec Harvard, on veut les convertir en payants en décembre. Et une fois qu'on les convertit en payants, pour moi, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas les convertir d'autres programmes MBA. Et ces gens-là, c'est investisseurs et école, c'est ça? Ouais, école. Et programme MBA particulièrement. Pas entrepreneur, ça vient en troisième? Pour moi, c'est evergreen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui vont plutôt acheter des abonnements individuels. Et du coup, moi, je les laisse arriver sur le site, tu vois. Mais je vais pas faire un effort d'outbound de sales sur eux. Ouais. Et le troisième truc, c'est aujourd'hui, on fait beaucoup pays émergents, mais moi, le but, c'est pas de créer une publication pour les pays émergents. C'est vraiment de créer The Financial Times sur the Global Startup Scene, parce que je pense qu'il y a énormément à apprendre, même pour des investisseurs en France, de ce qui se passe au Maroc et vice-versa. Et du coup, là, un des correspondantes que je vais rajouter, c'est Europe.
On va pas faire les US pendant longtemps parce que c'est saturé. Mais je voudrais qu'on soit vu vraiment comme une publication globale. Et je pense que justement, en fait, le terme pays émergent, pas pays émergent, va peut-être perdre en intérêt dans les prochaines années parce que des pays vont arriver à des niveaux de développement beaucoup plus importants et que ce hard stop Ouais, entre... déjà aujourd'hui, elle a plus trop de sens. elle a plus trop de sens. Et tu vois, justement, je termine Surtout là-dessus. que tu mets dans pays émergents, tu mets des pays qui n'ont rien à Ça voir. veut pas dire grand-chose. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on dit c'est une publication pour les pays émergents. Ça veut pas dire grand-chose. En vrai, on est vraiment global. Il se trouve juste que la plupart des gens dans le monde habitent dans des pays émergents. Et du coup, on couvre statistiquement plus de gens dans ces pays, plus de startups dans ces pays-là. Mais tu vois, un truc intéressant. Là, on vient de faire un article avec le gérant du fonds de fonds du Kazakhstan. Donc, le Kazakhstan vient de lancer un fonds de fonds d'1 milliard pour les startups. Et ce que le gars me disait, c'est que on a plein de fondateurs kazakhs qui vont aux US et qui rentrent choqués de à quel point le Kazakhstan, ils sont en avance sur certains sujets. Genre la fintech. Genre le fait que quand tu te fais arrêter par la police que tu as grillé un feu rouge, et au Kazakhstan, tu sors ton tel et tu as un digital ID. Impossible aux US. Incroyable, ouais. Il te faut un physique. Envoyer de l'argent au Kazakhstan, tu le fais facilement via Kaspi, qui est une super app, je crois. Et c'est ultra rapide, ultra simple, tout le monde là, etc. Et aux US, c'est encore très long. Et du coup, ils rentrent un peu, tu vois, pas mal de stéréotypes un peu cassés dans leur tête, où ils se disent, oui, on a du retard sur pas mal de trucs, mais sur d'autres, non. Ok, donc à 5 ans et à 30. Après être devenu The Financial Times for the Global Startup Scene, on veut lancer une maison d'édition. Le marché du livre, c'est encore énorme. Et surtout dans les gens qui nous lisent, c'est des gens qui sont très curieux, c'est des gens qui lisent beaucoup, c'est des gens qui veulent beaucoup apprendre. Et notre thèse de manque d'informations criant sur les écosystèmes startup hors US, et là, on est en train de la filer avec des articles, mais il faut des livres aussi. Il faut un peu le 0 to 1 de Peter Thiel, mais version Sénégal. Et donc, nous, on veut financer l'auteur ou l'autrice qui va écrire ce livre-là, publié dans la maison d'édition Réussique Optimiste, traduit dans plein de langues différentes, et on fait ça à travers plein d'écosystèmes. Très cool. Effectivement, intéressant justement, une fois que tu as créé l'écosystème, de le traduire et de passer de l'article qui est en anglais, donc qui peut être lu par tout le monde, à des livres qui sont traduits dans d'autres langues. Et pas de vidéo dans la roadmap? Si, vidéo dans la roadmap, mais vraiment en marketing. Donc le but, c'est pas de monétiser la vidéo. Là, tu vois, on fait notre premier événement webinar un peu en live sur LinkedIn. Mais c'est vraiment dans un but de top of funnel, crédibilité, génération de leads, Faire etc. connaître. Faire connaître. Encore une fois, The Financial Times, grosse inspiration, mais ils ont une super chaîne YouTube où je sais même pas s'ils ont les ads, mais le but, c'est de la visibilité, toucher un autre public qui ensuite vont peut-être arriver dans le giron des abonnés au payants. Financial Times. Ouais, ok. Écoute, Tim, c'était un plaisir de discuter. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut renvoyer où est-ce que les gens peuvent te suivre? Est-ce que déjà le site realisticoptimist.io? Ouais. Et sinon, où est-ce qu'on peut t'écrire? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Où est-ce que tu es présent? Ouais, 100% LinkedIn, très très actif sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Si vous voulez discuter d'un abonnement Réussique Optimiste pour vous ou votre équipe, vous pouvez booker une démo avec moi directement sur le site ou en m'envoyant un message et on se fait ça. Et pour tous les auditeurs, auditrices marocains, marocaines, le but c'est vraiment, on fait un peu de couverture Maroc, mais c'est vraiment de vous exposer à des marchés qui sont similaires au Maroc et qui du coup vont vous donner énormément d'insights que des gens qui lisent que sur le Maroc et sur les US n'auront pas forcément. Des insights qui seront peut-être beaucoup plus pertinents parce que c'est des problématiques similaires. Ça marche. Merci Tim. Merci à toi. Et à la prochaine. Allez, ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.